Bonsoir, voyageurs. Une fois de plus, je suis ravi de vous retrouver ce soir. J'espère que vous avez fait bonne route. J'ai bien l'impression que le chemin jusqu'à mon humble demeure commence à vous être familier. Tant mieux. Pour ce soir, j'ai envie de vous partager un conte que j'apprécie particulièrement. Il fait écho à ma propre histoire, mais n'étant pas encore prêt à vous la partager, celle-ci conviendra amplement. Au travers d'elle, nous allons parler de famille, de la naissance. Prenez donc place à mes côtés afin d'écouter l'histoire de la sorcière de l'automne. Ce soir, nous allons nous rendre au Moyen-Âge, dans les campagnes se trouvant au-delà de la Manche, afin de faire la connaissance d'Héloïse. Une jeune femme proche de la trentaine, aux cheveux d'un roux flamboyant et au pouvoir magique envoûtant. Elle était la fille d'un paysan solitaire, quelque peu porté sur l'excès de boisson. Sa mère, quant à elle, avait été emportée par la grande peste alors qu'elle n'était qu'une enfant, la laissant donc seule avec un père ne lui portant que peu de considération. Elle grandit à l'écart des autres, reclus dans la ferme, et les rares fois où elle put voir d'autres gens étaient lors des marchés. Elle vécut donc sans famille, sans amis, sans véritable attention. Il faut dire également que son père n'avait pas une très bonne réputation dans le village proche. Des rumeurs de sorcellerie ayant circulé au sujet de sa femme, il était vu comme celui ayant épousé une sorcière. Cela était-il vrai? Oh, voyageurs, vous doutez bien que oui. Autant dire qu'avec de tels oui-dire, les villageois ne souhaitaient pas vraiment avoir de contact avec notre chère Héloïse. Pourtant, celle-ci ne désirait qu'une chose, de la compagnie, de l'attention, de l'amour. Sa solitude lui rongeait l'âme. Nombreuses furent les nuits de larmes versées sur son oreiller et de cris étouffés. Des appels de détresse que nul ne pouvait entendre. Le réconfort qu'elle parvenait à trouver était dans les plantes qu'elle aidait à grandir à l'aide de sa magie. De manière générale, elle préférait l'utiliser dans la forêt lors de ses promenades afin de ne pas être vue, mais il lui arrivait tout de même d'y avoir recours quelquefois sur les cultures lorsque celles-ci avaient des difficultés. Elle veillait à ne pas trop en faire. Après tout, des cultures trop parfaites auraient forcément attiré l'attention. Elle tenait de sa défunte mère des petits ouvrages manuscrits contenant diverses recettes et rituels auxquels elle s'exerçait régulièrement. Au fil des ans, elle avait développé un certain talent et avec celui-ci, une frustration de devoir le dissimuler. Oh oui, devoir cacher son don aux yeux des profanes qui la détestaient sans même la connaître, créait en elle une colère qui ne faisait que s'accroître. Bien sûr, la jeune femme ne la laissait pas s'exprimer. Elle la contenait, non sans difficulté. Il faut dire qu'il pouvait arriver que cette frustration infuse dans ses exercices, donnant parfois des résultats catastrophiques. Ne vous en faites pas.
Elle ne s'est jamais blessée. Quelques brûlures légères et superficielles, mais rien de plus. Ainsi fut la vie de notre chère Héloïse, jusqu'à ce qu'un heureux événement ne se produise dans la ferme voisine. En effet, la fille de la famille qui y résidait eut un enfant. Ce fut l'occasion d'une visite de la part de son père qu'elle put le voir, et lorsque son regard se posa sur le nouveau-né, quelque chose d'inédit se produisit en elle. Un désir profond, viscéral. Dès lors, elle n'avait qu'une envie, devenir mère elle aussi. Sur le moment, elle ne parvenait pas à dissimuler sa jalousie. Fort heureusement pour elle, l'euphorie de la famille et surtout de la jeune mère les empêcha de déceler l'envie dans son regard. Dans le fond, comment lui en vouloir? Désirer la maternité est tout à fait naturel, mais sans un homme à ses côtés, cela n'était guère plus qu'un rêve éloigné. La famille lui proposa de prendre l'enfant dans ses bras, et bien que dans un premier temps elle refusa, leur insistance la fit céder. Pour elle, ce fut un moment de bascule. La sensation qu'elle put ressentir à cet instant n'avait pour elle nul autre pareil. Ce fut lorsqu'elle put toucher sa peau, sentir ses mouvements contre sa poitrine et entendre ses petits gazouillis qu'elle se jura de devenir mère. Une fois rentrée le soir même, elle parcourra l'intégralité des écrits de sa défunte mère à la recherche de la moindre information susceptible de l'aider. Celle-ci avait visiblement eu des connaissances très poussées en magie, mais il n'y avait rien qui aurait pu permettre à Héloïse de tomber enceinte. Les seules choses que cette dernière put retrouver furent des remèdes permettant d'accroître la fertilité, ainsi que la mention d'un filtre d'amour mais suivi d'avertissement. Ceci interdisait formellement de procréer avec les personnes sous son influence, car l'enfant ainsi conçu n'aurait pas d'âme. Il serait juste destiné à devenir un être sans émotion. La jeune sorcière comprenait la mise en garde, mais elle ressentait tout de même une pointe de déception en l'absence de la recette. Enfin, celle-ci fut éphémère. Après tout, sur qui aurait-elle pu l'utiliser? Elle ne connaissait quasiment personne au village. Ce qui la rendait réellement amère était qu'il n'y avait rien, absolument rien, qui aurait pu lui permettre de porter un enfant sans père. Pas même un début de piste qui lui aurait permis d'expérimenter par elle-même, comme l'avait souvent fait sa propre mère par le passé, celle-ci ayant tenu une grande partie de ses connaissances de ses propres expérimentations. Elle passa les jours qui suivirent à se creuser la tête, à repenser à tout ce qu'elle connaissait, ce qu'elle pouvait modifier afin d'avoir un début de solution, mais rien ne lui vint à l'esprit. Ce fut finalement quelques jours avant la récolte du citrouille qu'une idée germa en elle. En effet, elle leur avait porté une affection toute particulière durant cette saison, d'autant plus depuis qu'elle avait porté le bébé dans ses bras. Sans réellement s'en rendre compte, elle avait transféré son besoin affectif sur ses curcubitacées au point de s'y être réellement attachée. Ce fut donc un matin, alors qu'elle s'était rendue auprès de ces cultures afin de s'assurer de leur bonne santé, qu'elle se surprit à leur parler d'une voix douce, comme pour les rassurer. Elle les avait plantés, vus grandir, grossir. Elle en avait pris soin. Bref, elle était comme une mère pour elle.
Notre chère Héloïse ne les avait peut-être pas portés dans son ventre, mais c'était bien elle qui les avait fait pousser. La seule réelle différence avec de vrais enfants résidait plutôt dans le fait que ces citrouilles n'étaient pas conscientes. Ce fut cette pensée qui lui apporta la solution. Si la magie ne pouvait pas lui permettre de créer un fœtus, elle pouvait en revanche lui permettre d'insuffler la vie dans quelque chose d'organique. Ce n'était qu'apporter une conscience à un être vivant en étant dépourvu naturellement. Ce n'était pas de la nécromancie. Par conséquent, il ne pouvait rien y avoir de contre-nature. Enfin, inutile de dire que les écrits de sa génitrice ne contenaient rien concernant un tel procédé. Néanmoins, elle avait une base sur laquelle s'appuyer. Comme je vous en ai parlé plus tôt, la jeune sorcière savait insuffler sa magie dans les cultures afin de les aider à pousser. Elle n'avait qu'à réfléchir à une solution qui pouvait lui permettre de faire en sorte que ce qu'elle transmette cette fois-ci soit la vie. Elle ne pouvait s'empêcher de penser que si toutes les femmes pouvaient le faire en portant un enfant dans leurs entrailles, cela devait alors pouvoir se faire en dehors de celle-ci. Est-ce aussi simple que cela? Eh bien, en théorie, non. Pourtant, Héloïse avait un réel don pour son art. Alors, le soir venu, elle retourna dans le potager où se trouvaient les citrouilles et s'installa parmi elles. La lune était pleine, une condition idéale pour réaliser ce qu'elle avait l'intention de faire. Elle commença par en effleurer une du bout des doigts, tout en fredonnant une comptine. Puis elle ferma les yeux et se laissa guider par son instinct. Elle se laissa imprégner par l'énergie de la lune, se focalisant alors sur son désir. Donner la vie, faire de cette citrouille son enfant. Elle laissa la magie infuser en elle, au point d'entrer en transe. Elle sentit alors d'étranges fourmillements lui parcourir le ventre, avant que ceci remonte lentement dans sa poitrine. Enrober son cœur, avant de rejoindre ses bras et les parcourir tel le ruissellement d'un liquide pétillant dans ses veines, jusqu'à ses mains, traversant ensuite ses doigts, en les faisant luire d'une légère aura orangée. Puis cette lueur s'infusa lentement dans la citrouille, puis doucement, des petits déchirements se firent entendre. La jeune femme la prit doucement dans ses mains, un large sourire aux lèvres, tandis que sur la surface du légume, les petits bruits sourds marquaient la naissance d'un visage. Je pense que vous vous doutez de l'apparence de celui-ci. Les yeux se dessinant dessus étant ceux que nous pouvons tailler sur les citrouilles d'Halloween actuellement, bien qu'à l'époque, cette pratique n'existait pas encore, et elle n'était pas prête d'exister avant plusieurs siècles. Mais passons. Héloïse plongea son regard dans celui du curcubitacé, celui-ci luisant d'une intense lueur orangée. Il n'avait pas vraiment de bouche, juste deux petits trous qui commencèrent à se mouvoir avec une certaine difficulté. Mais ce qui fut audible n'était guère plus qu'un murmure. La jeune sorcière jura entendre quelque chose. Mère. Une voix rauque résonnant davantage dans sa tête que dans ses oreilles. Mais pour elle y était parvenue. Quoique, la réussite n'était pas encore totale, loin de là. Le curcubitacé ne s'était pas transformé en enfant et il n'avait pas de corps afin de se revoir par lui-même. La jeune femme, quelque peu déconcertée par la situation, reposa délicatement la tête au sol.
L'entendre l'appeler mère l'avait profondément touchée. Enfin, si elle ne l'avait pas imaginé. Mais elle ne regrettait pas que sa création soit restée une citrouille. Au final, il était bien son enfant. Il avait gardé la forme sous laquelle elle l'avait fait pousser. Elle décida de poser sa main sur le sol et recommença son rituel afin que la terre lui offre un corps. Suite à quelques secondes durant lesquelles la citrouille put voir la sorcière infuser le sol de sa magie, il se sentit alors capable de s'en extraire par lui-même. Des racines et des branches s'agglutinèrent en dessous de lui, amplifiées par le sortilège jusqu'à ce que celles-ci parviennent à lui former des bras, un torse et des jambes. Ainsi, sous l'éclatante lueur de la pleine lune, l'être végétal s'extirpa du sol avant d'observer avec attention ses nouveaux membres. Il était plutôt grand, l'air totalement décharné, comme s'il ne s'agissait que d'un squelette fait de racines et de lianes, tandis que la citrouille sur sa tête arborait deux grands yeux luisants et inquiétants. Il n'avait visiblement toujours pas de bouche, mais Héloïse le trouva magnifique. Elle se releva lentement, désireuse de prendre sa création dans ses bras, mais celle-ci eut tout d'abord un mouvement de recul relativement agressif. Il semblait comme prêt à attaquer, mais grâce au lien magique qui les unissait, il put reconnaître sa mère et accepta alors son geste d'affection. Alors, voyageur, selon vous, cette créature végétale était-elle capable de ressentir des émotions, en donner? Au risque de vous surprendre, oui, au contact des bras d'Héloïse, il put sentir sa joie, son bonheur. Ses émotions étant particulièrement intenses, il commença à les partager. Oh, quel beau moment ce fut pour notre jeune sorcière. Elle se sentait enfin heureuse. Finalement, l'héritage de sa mère lui avait apporté ce dont elle avait toujours rêvé. De l'amour. Elle était au comble du bonheur. Tous deux profitèrent de ce moment durant quelques minutes avant de se séparer. Héloïse contempla sa création, puis son regard glissa vers le reste de la plantation. Vous doutez bien de ce qu'elle avait en tête à ce moment. Après tout, elle en avait le pouvoir. Ainsi donna-t-elle vie à une dizaine d'autres citrouilles, chacune devenant un être unique et distinct. Cependant, cela demanda beaucoup d'énergie à notre jeune sorcière, mais ses enfants veillèrent sur elle. Ils purent la soutenir, et toute la nuit durant, ils restèrent ensemble. Malheureusement, la joie fut de courte durée. Héloïse avait utilisé l'énergie de la lune afin de leur donner vie. Par conséquent, elle les avait également liés à cette dernière. Donc, lorsque l'aube vint à relever la nuit, les créatures redevinrent de simples citrouilles, laissant leur mère seule. Celle-ci ne put s'empêcher de s'effondrer dans larmes. Elle prit celle qui fut son premier-né et lui fit la promesse de revenir la nuit suivante. Elle se jura également de trouver une solution pour qu'ils puissent être réunis en permanence. Elle retourna donc chez elle et prit du temps pour dormir. Après son réveil, elle passa le reste de la journée à réfléchir sur l'enchantement qu'elle avait pratiqué et donc comment libérer ses enfants de l'influence de la lune. Devait-elle tenter de les lier au soleil? Cela était-il seulement possible? Pouvait-elle les lier aux deux sans que le second ne remplace le premier? Sans pouvoir l'expérimenter, difficile à dire.
Le principal problème se posant alors à elle était qu'elle ne pouvait pas faire d'expérience en pleine journée à la vue de tous, et notamment de son père, qui ignorait tout de ses pouvoirs. Si elle voulait faire quoi que ce soit, elle allait devoir les subtiliser à l'abri des regards. Mais un autre problème lui vint à l'esprit. Si elle voulait rester discrète, personne ne devait voir ses enfants. Par conséquent, ils ne devaient pas vivre en plein jour. Du moins, pas encore. Finalement, elle allait devoir se montrer patiente. Le soir venu, elle retourna au potager, et dès que les derniers rayons de soleil disparurent, les citrouilles s'animèrent. Leurs visages réapparurent et les lianes formant leur corps se nouèrent à nouveau. La jeune sorcière en profita et donna vie à quelques citrouilles supplémentaires. Puis ensemble, ils jouèrent, dansèrent et profitèrent de l'instant présent. À l'aube, ils retournèrent à l'état de simples légumes, puis elle alla se reposer, le cœur léger. À son réveil, au début d'après-midi, un événement anodin vint perturber son rêve idyllique. Son père revenait du village. Il s'y était rendu afin de vendre des produits de leur ferme et dans le lot, des citrouilles. L'homme était mécontent que sa fille soit restée endormie plutôt que de l'aider, mais celle-ci, en entendant la nouvelle, n'en eut que faire. Elle se rua au potager, le ventre serré, tétanisée à l'idée d'avoir perdu ses enfants. Pauvre Héloïse. Elle savait exactement à quels emplacements se trouvaient ces derniers, et en constatant qu'il en manquait plus de la moitié, elle s'effondra, tombant à genoux en poussant un hurlement perçant. Son père l'avait suivi, et il ne put s'empêcher de regarder la scène d'un air circonspect. Il n'avait pas la moindre idée de ce qu'il se passait. Ce n'était pas un grand sentimental, donc plutôt que de chercher à comprendre ce qui pouvait mettre sa fille dans un tel état, il lui dit que si elle avait voulu choisir elle-même les citrouilles à vendre, elle n'avait eu qu'à se lever plutôt que de traîner au lit. En entendant cela, la jeune sorcière lui asséna un regard noir. Il n'y prêta aucune attention et se contenta de retourner vers la maison en marmonnant dans sa barbe. Héloïse ne pouvait contenir sa colère et sa tristesse. Elle ne pouvait tolérer que ses enfants lui soient arrachés de la sorte. Elle en avait assez de devoir se cacher. Elle décida alors d'être libre et attendit donc dans le potager jusqu'à la tombée de la nuit. Une fois que celle-ci s'installa, elle accueillit ses enfants restants avant de se jeter dans les bras du premier-né en larmes. Les créatures sentirent ses émotions, puis ils commencèrent à les partager. La jeune femme leur expliqua la situation d'une voix tremblante, et tous se mirent à émettre des sons rauques semblables à des grognements. Ce fut à cet instant qu'elle atteignit le point de non-retour. Elle regarda les 6 créations l'une après l'autre, et enfin, d'un regard décidé, elle leur ordonna d'aller tuer son père, qu'ils vengent leur frère. Tous ensemble, ils marchèrent jusqu'à la maison, puis elle ouvrit la porte afin de laisser entrer ses enfants. Ceux-ci se ruèrent à l'intérieur, suivis d'un pas plus lent par leur mère. Ils trouvèrent l'homme assis sur les latrines, puis ils le traînèrent de force dans le couloir. Celui-ci aperçut Héloïse et commença à vociférer dans sa direction. Il lui hurla qu'elle était comme sa catin de mer, un monstre que la peste avait oublié et qu'elle brûlerait en enfer à ses côtés. Ces paroles mirent les enfants de la sorcière en rage, si bien que l'un d'eux planta l'un de ses bras en plein cœur de leur prisonnier, le faisant taire à jamais. Son corps retomba lourdement au sol,
sous les yeux froids d'Héloïse, avant que son sang commence à imbiber le plancher. La jeune femme regarda à nouveau ses enfants, mais cette fois-ci, son regard refléta un profond soulagement. Elle allait enfin pouvoir profiter de ses enfants, seuls dans leur maison, comme une vraie famille. Alors, je suppose que vous pensez que l'histoire est terminée. Oh non! Notre chère jeune sorcière était focalisée sur sa vengeance, convaincue que les citrouilles que son géniteur lui avait pris avaient été dégustées dans les dîners des acheteurs, mais elle se trompait lourdement. Dans le village, la plupart des citrouilles avaient été conservées, et dès lors que la nuit fut tombée, celles-ci s'éveillèrent, certaines à l'abri des regards, d'autres sous les yeux hagards des villageois, dans les cuisines, dans les réserves, même les salons. Autant vous dire que très vite, la panique s'installa. Les enfants de la sorcière étaient désorientés. Ils se retrouvaient dans des lieux qu'ils ne connaissaient pas, face à des inconnus terrorisés qui ne tardèrent pas à se montrer agressifs. Certains villageois se munirent de ce qu'ils pouvaient trouver afin de se défendre. Couteaux, chaises, balais, écuelles, et voyant la menace, les créatures n'hésitèrent pas à attaquer. Ils pouvaient étendre leurs membres, leur donnant un avantage certain, donnant de puissants coups de fouet à celles et ceux se trouvant devant eux. Hommes, femmes, enfants, ils ne firent aucune distinction et très vite, des morts violentes eurent lieu. Des familles entières se ruèrent hors de leurs habitations, poursuivies par les monstres à tête de citrouille. Ces derniers couraient derrière les villageois, attaquant au hasard, faisant rapidement de nombreuses victimes. La panique régnait, les cris résonnaient et le sang fusait. Quelques villageois s'étaient munis de fourches, mais celles-ci se révélaient bien inefficaces, leurs longues pointes d'acier passant entre les racines des corps végétaux des créatures. Les haches parurent plus efficaces, mais les membres coupés se mettaient rapidement à repousser. L'un des hommes parvint finement à un résultat probant. Celui-ci réussit à s'approcher de l'un des monstres avec une torche, et lorsqu'il voulut le frapper avec, ce dernier sembla prendre peur et bascula en arrière. Il en profita alors, plantant l'arme en plein dans les entrailles de la créature, qui s'enflamma dans se contorsionnant, tandis qu'il émettait d'étranges sons aigus. En voyant cela, ses frères furent pris de rage et redoublèrent d'agressivité, mais les villageois, galvanisés par la trouvaille d'un point faible, se montrèrent particulièrement féroces. Ils parvinrent finalement à s'équiper et à repousser les assaillants à l'aide de torches de fortune. Les créatures n'étaient pas nombreuses, 7 voire 8. La menace fut donc rapidement éliminée. Les pertes pour le village furent tout de même lourdes, mais il restait énormément de survivants. Ces derniers, sous le choc, reportèrent le temps du deuil. Ils voulaient en premier lieu comprendre la tragédie qu'ils venaient de vivre. Les témoignages étaient unanimes. Ces citrouilles ayant pris vie étaient celles du mari de l'ancienne sorcière. Cela ne pouvait être que l'œuvre de sa fille. Tous les habitants du village se rassemblèrent alors et s'armèrent de torches avant de marcher d'un pas commun vers la ferme du vieux paysan, tandis qu'Héloïse, insouciante, jouait avec ses enfants. Elle en avait créé quelques autres, pensant remplacer ceux qu'elle croyait avoir perdus,
ignorant tout de ce qui était arrivé au village. Mais lorsqu'elle aperçut les flammes des torches s'approcher rapidement de chez elle, elle comprit que ceux lui ayant été arrachés dans la journée s'étaient éveillés aux yeux des profanes. Prise de panique, elle ordonna à ses enfants de fuir, mais lorsque le premier passa la porte, il fut transpercé d'une flèche enflammée, puis il prit feu sous les yeux impuissants de sa pauvre mère. Comprenant la menace et n'éprouvant que le désir de protéger celle-ci, les autres coururent à l'extérieur. Héloïse en retint tout de même un, son premier-né. Elle savait que la fin était proche et que les villageois allaient tuer tous ses enfants, mais elle voulait que lui reste auprès d'elle. Elle ne voulait pas le voir se faire abattre. S'il devait mourir, elle voulait qu'ils meurent ensemble. Elle regarda par la fenêtre et vit le reste de ses enfants se faire brûler. Elle les regarda se tordre au sol avant d'être piétinée par la foule faisant marche vers sa maison. Celle-ci l'encercla rapidement, vociférant à l'encontre de la jeune femme. Sorcière, monstre, meurtrière, démon, brûlons-la, pouvait-on entendre. Sans procès, les villageois jetèrent des torches sur la demeure qui fut rapidement en proie aux flammes. Désormais prisonnière, Héloïse, résignée, se tourna vers son premier-né et l'enlaça avec tendresse, attendant que les flammes les prennent ensemble, tandis qu'à l'extérieur, la foule contemplait le bûcher tout en continuant de pousser des hurlements. Les villageois criaient de joie, satisfaits d'avoir pu accomplir leur vengeance, et c'est ainsi que s'acheva cette sombre nuit. La maison d'Héloïse, brûlant sous le regard satisfait de dizaines de villageois enjaillés, les flammes dévorant celle qui, à la suite de ces événements, sera nommée la sorcière de l'automne. À la suite de tout cela, le terrain où se situait la ferme fut considéré comme maudit, et pendant très longtemps, personne n'osa s'en approcher. L'histoire devint une légende, juste bonne à effrayer les enfants le soir, puis elle fut oubliée de tous au fil des décennies et des siècles. Pourtant, il arrive quelquefois que des témoins jurent avoir vu des citrouilles au corps fait de racines rôder dans les champs ou les forêts de la région une fois la nuit tombée. Peut-être bien que durant cette fameuse nuit, quelque part, quelques citrouilles se soient éveillées à l'abri des regards, leur permettant ainsi d'échapper au massacre, et qu'aujourd'hui encore, sous l'influence de la lune, l'une d'elles encore puisse se lever et marcher jusqu'à nous. Alors, voyageurs, cette histoire vous a-t-elle plu? Je l'espère. Oh, c'était une fin bien triste pour cette pauvre Héloïse. Enfin, j'aime à croire qu'aujourd'hui, son âme se trouve dans un endroit où elle peut être en paix avec ses enfants, leur donnant tout l'amour qu'elle avait pour eux. Pour notre prochaine entrevue, nous nous éloignerons de la magie et parlerons plutôt des horreurs que l'homme peut commettre pour la science, surtout aux heures les plus sombres de l'histoire. À bientôt, voyageurs. Revenez vite, car l'épouvantail aura toujours une histoire.